conversations du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémar. Chers auditeurs de KTO Radio, bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour notre émission Question Éco, consacrée aux grands enjeux économiques et sociaux, émission diffusée chaque mois dans le cadre des conversations du week-end. Vous commencez à en avoir l'habitude et merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons parler de management de transition, c'est-à-dire en quelque sorte les missions d'intérim pour les cadres de direction. Certes, nous avons l'habitude d'entendre parler d'intérim pour les postes d'ouvriers, d'employés, d'agents de maîtrise par exemple, mais plus rarement pour des directeurs financiers, des directeurs industriels ou même des directeurs généraux, les grands patrons des entreprises. Eh bien, le management de transition est en plein développement. De plus en plus nombreux sont les cabinets qui proposent aux entreprises de leur trouver les meilleurs directeurs pour une mission transitoire. L'activité du management de transition représente tout de même un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros par an en France, un chiffre qui a presque doublé ces 5 dernières années. Et de plus en plus de petites et moyennes entreprises, de PME et d'ETI, les entreprises de taille intermédiaire, y ont recours. Et cela traduit probablement des problématiques spécifiques de management pour ces entreprises, petites et moyennes entreprises, qui sont si importantes pour la vitalité de notre économie. Nous aborderons également ce sujet. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans le studio de KTO Radio Yann de Feraudy. Bonjour. Bonjour Yann de Feraudy, vous êtes Senior Business Advisor au sein du cabinet XPM, qui est un acteur majeur du management de transition. Voilà, je vais vous présenter rapidement à nos auditeurs. Vous avez 63 ans, vous êtes diplômé de l'ESSEC, une grande école de commerce. Vous avez été officier de marine. Oui. Vous avez le pied marin, comme on dit. J'étais dans les sous-marins. Donc et vous êtes même un sous-marinier, alors. Voilà, dans la studio radio, il y a un côté sous-marin aussi. Hein. Un peu. Donc ça va, vous êtes à l'aise. Donc. Tout à fait. Oui, vous êtes dans votre environnement un petit peu confiné. Donc vous avez exercé des fonctions d'encadrement et de direction pendant 21 ans. Au sein du groupe Rocher, dont vous étiez jusqu'en juin 2023 directeur général adjoint aux opérations, ce qui couvrait un périmètre très large, les achats, l'industrie, la logistique, les systèmes d'information. Rocher, c'est quoi? C'est Yves Rocher, c'est Absolument, c'est Yves Rocher. À l'époque, c'était aussi Petit Bateau et Stano, mais pas mal. Il y avait une dizaine de marques. D'accord. Vous êtes également président de l'association France Supply Chain et vice-président de l'European Logistics Association, ELA, je pense qu'on dit ELA, voilà, c'est ça ELA, oui. Voilà, qui sont des associations de professionnels de la supply chain, c'est-à-dire de toute la chaîne logistique, voilà. Si on veut le dire en français. Et alors, je précise que vous êtes l'auteur d'un livre avec Bernard Guéry. Le titre de ce livre, c'était « Pour des managers durablement responsables ». Ça a été publié chez Dispose Éditions, c'était en 2016. Exactement, oui. Voilà, Bernard Guéry, philosophe qui connaît bien les domaines du management. Et figurez-vous que quand on a commencé cette émission, la première émission, ça devait être en septembre 2014, eh bien, il était le premier invité de cette émission Question Éco, Bernard Guéry. À l'époque, jeune professeur, futur doctorant, puisqu'il a eu son doctorat, je crois, il y a exactement 10 ans. Il célébrait ça il y a quelques jours. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Il m'a beaucoup appris. Il a beaucoup structuré les choses. Ils étaient à deux, en fait, 3 même, à me torturer un petit peu en me posant des questions sur mon expérience, qu'est-ce que j'avais fait, parce que je souhaitais essayer d'écrire tout un parcours que nous avions fait avec mes équipes de management et mes équipes de direction au sein d'Yves Rocher pour, on va dire, avoir un management on peut le dire quand même ici sur cette radio, très inspiré de la doctrine sociale de l'Église. Ouais. Et d'ailleurs, la doctrine sociale de l'Église, c'est un de vos dadas, si je puis dire. Depuis quelques temps déjà, et puis j'ai renforcé un peu ces choses-là avec le parcours Zaché qui fête ses 20 ans, lui. Oui. Donc j'ai eu le bonheur de suivre le parcours Zaché en 2008 et ça a transformé un petit peu ma vision des choses. J'avais ma vision en fait de ma vie de chrétien dans la cité et donc c'était très très intéressant et j'ai à cette occasion eu le bonheur aussi de faire venir Pierre-Yves Gomez dans mes équipes. J'ai trié une 50aine de cadres dirigeants et de parler un petit peu autorité, gestion des difficultés économiques et de la stratégie.
c'était tout à fait passionnant. Et puis récemment, je suis venu sur KTO TV avec un autre professeur, Johan Glasner. Vous avez parlé de la doctrine sociale de l'Église, c'est ça? Et on a parlé subsidiarité. Subsidiarité. On a fait 4 petites émissions. Un thème si important au niveau politique, mais aussi au niveau économique et au niveau des entreprises. Et au niveau familial aussi, oui. Et à tous les niveaux. à tous les niveaux. Même sur un terrain de football, on pourrait dire. Très bien. Alors, le management de transition. Donc c'est un marché qui explose, si je puis dire, qui est quand même en forte progression depuis un certain nombre d'années. Ça fait combien de temps que ça existe et ça fait combien de temps que ça devient quand même quelque chose d'assez central dans la vie des cadres? Alors je saurais pas dire exactement en historien depuis combien de temps ça existe, mais aussi longtemps que je me souviens de mes rapports d'ailleurs avec XPM où ça devait être, moi je pense que mes premiers contacts devaient être justement aux alentours de 2005 par là. Et c'était déjà un acteur très proéminent du marché français. Et donc à l'époque, c'était beaucoup plus petit et plus confidentiel et c'était véritablement des postes d'assez haut niveau. Quand on regarde un peu les chiffres, globalement, vous avez cité le chiffre de 800 millions d'euros pour la France. Sur l'ensemble du globe, c'est à peu près 2,8 milliards. Oui. Donc la France est très bien représentée dans ce chiffre. Absolument, oui. c'est un assez gros morceau. Et puis, c'est quand même une croissance assez constante en France. C'est 16% par an depuis 2016. Donc c'est une belle... c'est effectivement un engouement peut-être. Je pense qu'il y a beaucoup de réticences. Moi, j'ai entendu parler de réticences ici et là, dans mon réseau, etc. Et puis, moi-même, j'ai eu recours à des missions d'intérim pour des patrons de production, pour des patrons d'usines ou des patrons d'activité dans les transports notamment et des environnements comme cela. Et je dois dire que moi-même, au départ, j'étais un peu sceptique en me disant je vais faire venir un mercenaire, alors que je trouve que la réalité est tout autre. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont, premièrement, très expérimentés, deuxièmement, qui sont très immédiatement efficaces à la tâche. Donc c'est assez incroyable parce que ce sont des gens qui, ces personnes en fait s'intéressent au sujet un peu comme le ferait un consultant, sauf que au lieu de dire je vous dis ce qu'il faut faire et puis je m'en vais après, je le fais, je le mets en œuvre et quand c'est réalisé, c'est là où je peux m'en aller. Oui, c'est ça. Il faut être assez vite dans le bain parce que ce sont des missions qui... Bon, on ne parle pas de missions d'intérim de 15 jours ou de 3 mois, mais ça peut être même plus long que ça. Alors, quel type d'entreprise, quel profil type, on va dire, d'entreprise qui peut avoir besoin, par exemple, d'un directeur financier pour 1 an ou pour 6 mois ou pour 18 mois ou d'un directeur industriel? Si on peut regarder les chiffres dans leur globalité, on va dire que c'est à peu près la moitié, c'est dans l'industrie. Oui. On va dire 25% dans les services et puis une dizaine de pourcents dans la distribution. Puis après, c'est d'autres secteurs, ça peut être de la pharmacie, ça peut être des tas de choses. C'est le reste, quoi. Oui, c'est le reste qui est déjà pas mal, mais c'est un petit cinquième quand même. Et puis, c'est quand même beaucoup des entreprises qui sont de taille importante. Parce que, alors je sais plus si j'ai en tête le chiffre là à vous donner, mais en gros il y a quand même, je dirais un tiers qui sont des entreprises qui font au-delà du milliard. Oui, donc c'est des grosses ETI, on va dire. Mais il y a de plus en plus alors il y a les grands groupes, il y a aussi effectivement des entreprises de toute taille, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, peuvent avoir un besoin de management, d'intérim, parce que... Donc des entreprises qui ont 300, 500 salariés, c'est ça à peu par près, exemple, ou même moins, mais ça peut tenir compte. Alors, en fait, là, si on regarde les typologies des missions, elles sont généralement liées. Alors, historiquement, c'était beaucoup des crises.
Gestion de crise. Gestion de crise. Allô les pompiers, on appelait le 18 management de transition. Voilà, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a eu une démission. Il y a un incident grave dans une usine, etc. On ne sait plus comment prendre le problème. Voilà, crise. Bon, il peut y avoir des logiques de succession où en fait on veut se donner du temps pour la succession. C'est-à-dire qu'on cherche quelqu'un, on sait qu'on cherche quelqu'un pour remplacer Monsieur X ou Madame Y, et forcément, alors je pense que ça peut être des gens qui ont appris de leurs erreurs passées, on cherche le mouton à 5 pattes, finalement on est persuadé qu'on ne trouvera pas le mouton à 5 pattes, on en prend un qui n'en a que 3, et ça ne marche pas parce qu'on est allé trop rapidement, on n'a pas regardé comment aller faire cette personne pour s'intégrer dans le tissu existant, etc. Bon. Et puis, donc on préfère se donner du temps en disant, bon, on va vraiment réfléchir, on va vraiment aller à la chasse du mouton à 5 pattes. Et entre-temps, il faut quand même que, je sais pas, l'usine tourne, la direction financière soit assumée, etc. Et donc, on va prendre une personne qui va en fait effectuer une certaine mission, parce qu'il va falloir cadrer, savoir pourquoi est-ce qu'elle est là, qu'est-ce qu'on en attend, quels vont être les livrables à venir, parce que ce qui se passe, c'est que je ne peux parler que de ce que je connais, en tout cas c'est chez XPM, ce sont des binômes. Il y a un associé et il y a le manager. Et qui sont en binôme, puisqu'on ne lâche pas les gens dans la nature. On les présente, ils s'inscrivent dans leur travail, et leur travail est revu périodiquement ensemble avec le client. Donc en fait, il y a un cadrage. Le cabinet, par exemple, XPM intervient encore durant la mission. Absolument. Il y a un accompagnement à suivre. Voilà, pour vérifier que tout se passe bien. Donc c'est différent d'un cabinet de recrutement ou d'une agence d'intérim, en fait. C'est assez différent. C'est assez différent à cause du suivi, à cause de l'implication. En plus, les associés sont par spécialité d'industrie, donc ils connaissent le tissu industriel, ils connaissent un certain nombre peut-être, j'allais dire des trucs et astuces, mais au moins du savoir-être, du savoir-faire, et puis des critères importants. Et donc, ils peuvent aussi donner un autre élément de recul. Parce qu'ils ont une expertise dans le domaine dans lequel ils vont recruter le manager de transition. Exactement. Oui, c'est pas simplement des gens qui ont une expertise du recrutement. Du recrutement, ni même de la vente d'une mission. Non, c'est vraiment des experts. Et ça peut être d'anciens professionnels, ça peut être d'anciens managers eux-mêmes. Voilà, comme vous l'êtes, expert en logistique, la supply chain, comme on dit. Donc donc ce management, c'est le management relais le plus gros, plus des 2/3, et vous avez dit la gestion de crise. Et puis il y a l'aspect, je vois dans les chiffres, ça c'est les études européennes du cabinet Rebel Walters, 68% management relais, 36% gestion de crise, et gestion de projet 27%. Alors ça fait plus de 100, mais j'imagine que ça se cumule. Il peut y avoir des crises dans un projet. Voilà, il peut y avoir des crises dans un projet et un relais, etc. C'est pour ça que ça dépasse les 100, je préviens les auditeurs, parce qu'on sait encore compter, mais il y a plusieurs réponses possibles, j'imagine. Mais en gros, c'est les trois grands... Et les successions dont on parlera en deuxième partie de l'émission. Mais en fait, le management de transition, il s'est progressivement révélé être un vrai levier stratégique pour accompagner les changements, en fait, les changements complexes, avec un impact très rapide. Et bien entendu, aujourd'hui, premièrement, on est quand même dans un monde qui est rentré dans la polycrise, c'est-à-dire que la crise, c'est la norme, entre une crise douanière, un bateau qui se met en travers du canal de Suez, un ouragan là, une guerre ici, on rentre en fait dans cette notion de crise quasi permanente, et puis et donc ça a des effets sur des structures plus ou moins robustes, donc ça peut créer des crises, ça peut aussi engendrer un besoin d'avoir une sorte d'expertise extérieure qu'on veut mettre à l'intérieur pour aider à changer, et donc pour faire des transformations, sachant que cette personne, effectivement, dire mais vous pourriez me poser la question, finalement, posez-vous vous-même la question. Pourquoi mais pourquoi prendre quelqu'un de l'extérieur, parce qu'on a des gens à l'intérieur, alors il faut les virer. Et moi j'ai vu ça bien des fois, et je l'ai expérimenté d'ailleurs par moi-même aussi. Quand on est depuis longtemps dans un environnement, il y a des choses qu'on n'a plus envie de voir, ou qu'on n'a pas envie de voir, ou auxquelles on ne veut plus s'attaquer. Donc
certains font venir des consultants, puis après il faut reprendre les choses en main, et donc il y a un délai, il y a une latence, alors que si on se dit, bon, on va faire venir quelqu'un qui finalement n'est pas comme le consultant, je vais être un peu lapidaire, mais qui va chercher la mission d'après, on est sur des gens qui, eux, ils vont faire ça, puis après ils vont s'en aller. Ils vont chercher ils vont avoir une autre mission, d'autres choses. Donc ils ont beaucoup moins, on va dire, peut-être de scrupules, de difficultés à agir. Ça n'en fait pas des robots tueurs d'individus. Notamment dans le cadre d'une transformation importante. Mais ce sont des gens qui se disent très factuellement, très concrètement, voilà, il y a ça à faire, je suis payé pour le faire, je vais le faire humainement, etc., etc. Voilà, mon objectif c'est celui-là, et c'est de rendre en fait une structure peut-être transformer, changer. Voilà. Alors, qui sont ces gens qui ont été directeurs financiers, directeurs industriels et qui tout d'un coup se disent je vais être manager de transition, c'est-à-dire qu'ils veulent plus travailler en entreprise de manière pérenne? Moi, j'ai un peu envie de vous répondre oui. Moi, j'en connais bien. Alors, on pourrait dire finalement, c'est les mecs, ils trouvent plus de job, alors ils ont décidé de faire ça. Ouais. Alors, il y a des gens qui deviennent consultants. Dans cette zone-là. Il y en a qui se disent oui, moi je voudrais avoir toujours un job opérationnel parce que c'est ça qui me fait vibrer. Moi, ce que j'aime, c'est travailler en équipe, c'est emmener des gens là où ils ne seraient pas allés tout seuls, etc. Donc je peux continuer à contribuer à la société et donc à participer à l'activité économique de façon très opérationnelle. C'est ça qu'ils veulent. Et puis ils se prennent au jeu en se disant mais en fait, j'ai pas envie de revenir dans une entreprise. Puisqu'en fait, je peux être finalement relativement bien payé. En fait, ils vont générer un chiffre d'affaires, ils vont avoir leur propre structure, et puis ils vont générer un chiffre d'affaires, et puis se dire, là maintenant, je peux peut-être arrêter, comme ils sont majoritairement quand même aujourd'hui entre 50 et 59 ans. Donc, ils peuvent se dire, je suis dans un autre rythme, je peux aller avec mon épouse, mon partenaire, voilà, je pars faire un petit peu quelques vacances, puis après je reviens, et puis je me remets à bosser. Ils ont un rythme très différent. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient très intéressants, qu'on aurait volontiers embauchés, et qui m'ont dit « jamais de la vie ». Moi, je garde mon indépendance et j'adore ce métier. Oui, parce que je vois qu'il y en a 2/3 disent ne pas souhaiter revenir à un CDI plus tard. Mais on est bien d'accord. Plus de 50 ans. Donc, ils se voient terminer leur carrière ainsi. Alors, Yann de Feraudy, on va marquer la première pause de cette émission. Et alors, nous allons écouter les variations de Goldberg, Jean-Sébastien Bach, je ne me trompe pas. Tout à fait. Le premier mouvement interprété par Glenn Gould. Dites-nous quelques mots sur ce choix, c'est vous qui l'avez fait. Ah oui, moi j'ai une grande affection pour Glenn Gould, qui était un pianiste extraordinaire, et je trouve qu'il est quasiment indépassable sur Bach. Et puis c'était une mélodie que j'aimais bien me mettre pour me réveiller doucement. On va arrêter au moment où justement ça claque et où il fallait se réveiller. D'accord. Eh bien, on écoute les variations de Goldberg interprétées par Glenn Gould.
De retour dans le studio de KTO Radio pour l'émission Question Éco, et je reçois aujourd'hui Yann de Feraudy, qui est un spécialiste de logistique supply chain, qui a été directeur dans le groupe Rocher, Yves Rocher, et qui est aujourd'hui plongé notamment dans le domaine du management de transition. Et nous parlions juste avant la pause musicale de ces managers, on va dire de 50 ans et plus, qui se voient bien terminer leur carrière en faisant des missions successives. Et alors j'imagine que vous recevez de plus en plus de CV, de cadres de direction de 50 ans et plus. Alors il y a une règle chez XPM que les associés reçoivent systématiquement chacun des candidats. C'est-à-dire qu'il y a plus de il y a entre 10 et 15 000 personnes dans la base de données. Eh bien, ils sont reçus en fait individuellement par les associés pour les connaître leur motivation, savoir d'où ils viennent, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils font actuellement, etc. De manière à mieux les cerner et donner toutes les chances en fait de succès à une mission qui pourrait se présenter. Mais ils sont reçus même s'il n'y a pas de mission. Oui, donc tous ceux qui sont intégrés dans votre base de données, c'est pas seulement des CV. Non, c'est pas des noms, c'est pas des noms d'inénumérants reçus. Absolument. Et alors, pour devenir un bon manager de transition, si je puis dire, alors il faut une expertise, on l'a dit finance, industrie, achat ou logistique par exemple, et il faut aussi peut-être un certain tempérament. On peut avoir toute l'expertise qu'il faut et ne pas forcément être fait pour le management de transition. Est-ce que je me trompe ? Bien sûr. En plus, alors il y a ceux déjà que ça tente pas pour commencer. Et parmi ceux que ça tente, il faut avoir. Je pense que c'est un peu comme les consultants aussi. C'est-à-dire que c'est des personnes qui aiment rencontrer de nouveaux problèmes, savoir les appréhender assez rapidement, puis ensuite qui doivent avoir une bonne dose de leadership. Donc, alors encore un terme anglais, mais je veux dire, il faut avoir envie de les suivre. Il faut qu'ils aient cette capacité à emmener des équipes sur des sujets compliqués. Et assez rapidement, parce qu'il faut que la grève prenne vite, en fait. Il faut qu'elle prenne instantanément. Oui, c'est quasi instantané. Il n'y a pas à laisser au jour. Oui. Voilà. C'est jusqu'à combien une mission de management de transition, ça peut aller jusqu'à combien de temps 2 ans, 3 ans Non, quand même pas. On appelle plus ça, ça peut durer 6 mois, 9 mois. Oui. Ça peut jusqu'à là, mais c'est plutôt dans les 3 mois, 3 à 6 mois que ça se fait. Alors il y a quand même un certain nombre de cadres de direction, dans les plus de 50 ans. Qui sont usés par la vie en entreprise, dans les grandes organisations et dans les grands groupes. Ça fait partie aussi, j'imagine, des gens qui pensent au management de transition. Il y a quand même une crise du management qui peut expliquer aussi ce développement de ce type d'émission. Alors ça peut-être que ça développe un peu entre guillemets le vivier, parce que il y a effectivement des gens qui disent moi je ne veux plus travailler dans ces environnements, je veux être plutôt indépendant. Être indépendant, c'est vraiment un autre paradigme. Donc ça veut dire qu'il faut aussi aller chercher des clients. Parce que c'est pas nécessairement que XPM qui va chercher des clients pour vous. Donc c'est déjà ça. Il faut déjà aussi accepter d'être dans des structures peut-être aussi plus petites, plus courtes que celles qu'on a dans les grands groupes. Et dans les grands groupes, il y a quand même beaucoup de monde. Donc il y a beaucoup de monde pour prendre les billets d'avion, prendre le billet de train, pour faire ceci, cela. Et donc, plus on est monté dans l'hiérarchie, plus on finit par avoir une sorte de matelas entre vous et la réalité. Et donc, vous faites des choses, vous faites beaucoup de choses, généralement avec beaucoup de pression, etc. Mais vous avez quand même plein de gens à qui vous mettez vous-même une certaine forme de pression pour que ça continue, pour que ça avance, etc. Donc, lorsqu'on se retrouve dans un environnement plus petit, il faut aussi se retrousser les manches et faire.
réellement. Il faut retrouver le terrain, là. Il faut retrouver le terrain. Ouais, et quand on est dans l'industrie, par exemple, puisqu'on avait dit que l'industrie était le premier secteur qui était consommateur, si je puis dire, de ce type de prestations, aller sur le terrain, c'est aller avec les ouvriers, les ingénieurs, les agents de maîtrise, et sur les lignes, quoi. Absolument, et donc il faut déjà aimer ça. Et je pense que pour avoir réussi dans ce domaine-là, il faut aimer ça, il faut aimer les gens. Oui, il faut aimer les gens, il faut y aller. Il faut aimer le terrain. Et moi, je vous le dis, à titre personnel, c'était presque c'était pas une souffrance, mais c'était une forme de déception. Plus j'avançais dans la vie professionnelle, d'être amené à ne plus être assez sur le terrain. Oui. Et j'ai essayé d'y passer le plus de temps que je pouvais, notamment pendant les périodes un peu plus de vacances, où j'avais le bonheur, c'était un luxe incroyable, d'avoir à la fois une maison de villégiature et un lieu de travail en Bretagne. Et donc quand mes enfants étaient en vacances, de pouvoir, moi, aller travailler, non pas au siège à Issy-les-Moulineaux, mais dans les endroits où ça se passait vraiment. Et je crois que mes collaborateurs me voyaient beaucoup plus, en fait, l'été, par exemple, parce que j'étais là. Oui, donc vous avez vécu vous-même cette expérience dans le groupe Rocher. Alors, il y a un point dont j'aimerais parler, c'est la question parce qu'il y a du management de transition, on l'a dit, pour les patrons, quoi. Un directeur général, etc. Tout à fait. Et je vais prendre un cas d'école qui est souvent complexe. Une entreprise de taille intermédiaire, alors on va dire par exemple qui a 1500 salariés, qui fait 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou qui est proche du milliard, ou qui peut le dépasser, c'est à peu près ça. Qui avait 300 salariés, plutôt entreprise familiale, il y a 30 ans, qui s'est bien développée, etc., avec soit un fondateur charismatique ou un grand patron charismatique, et qui, à un moment, ce patron charismatique qui a eu l'intuition de faire exploser cette entreprise qui est devenue un peu la référence pour tous dans une entreprise où les gens se connaissent, mais de moins en moins en raison de son augmentation. Et voilà, et vlatipa, comme on dit, que le fondateur charismatique, il a 68, 69 ans, 70 ans, souvent ils vont jusqu'à cet âge-là souvent. Ouais, et ils sont immortels, ces gens-là. Mais il y a un moment, il faut les remplacer. Alors là, pour ce type d'entreprise, on est face à une grosse difficulté. Trouver le successeur, et pour le successeur, succéder à un patron de cette trempe, si je puis dire. Absolument, et en fait, c'est un sujet que connaissent à peu près toutes les entreprises, toutes les structures. Moi, je me suis récemment formé à Sciences Po pour être administrateur indépendant, parce que j'ai voulu progresser dans ce domaine-là aussi. Et on a eu un intervenant qui venait du groupe Michelin, et qui était un ancien directeur financier, et qui nous disait c'est que le conseil d'administration doit se poser la question de la succession, mais du premier jour de la nomination du directeur général ou du président directeur général. Il faut penser à sa succession dès ce temps-là, parce que c'est en général très compliqué. Et il nous a dit, je vous prie de croire que quand il s'est agi d'Édouard Michelin, qui était jeune, il avait beaucoup de mal à m'entendre sur ce sujet, j'avais du mal à l'arrêter. D'accord ? Et malheureusement, il est mort très jeune. D'accord ? La succession n'a pas mis beaucoup de temps à s'établir, parce que justement, ils avaient fait leur travail très en amont, avec Jean-Dominique Sénard, puis aujourd'hui Florent Ménégo. Mais c'est assez incroyable. C'est que ces choses-là se préparent à l'avance. Ce que vous décrivez, c'est le cas le pire. C'est-à-dire qu'on se retire sans y avoir pensé à l'avance, sans avoir identifié peut-être dans l'entreprise quelqu'un susceptible de remplacer. Et donc, on va être obligé de faire venir quelqu'un de l'extérieur. Alors, est-ce que ça va être un manager d'intérim en attendant de faire monter quelqu'un qui viendrait de l'intérieur ou de la famille, etc. Ce sont des cas difficiles. Moi, j'ai été confronté assez récemment à un cas où, dans une petite structure, 200 millions d'euros, voilà, un des associés s'en allait. Et donc, et qui était, un peu dans mon domaine, la partie opération, etc. Et donc, comment on fait ? On a une équipe là qui va être après-demain laissée sans personne à sa tête. Donc, vrai sujet. Et là, recherche de manager d'intérim en attendant de trouver quelqu'un qui puisse s'inscrire là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là aussi ? Moi, je pense qu'il faut, comme dans beaucoup de cas, parce que c'est pas si différent que de succéder, d'être promu dans une entreprise au poste de quelqu'un qui a tenu le job pendant 20 ans. Tiens. Et en fait, premièrement, moi, je constate, et ça donne beaucoup d'humilité, qu'il faut 6 mois et les gens sont oubliés.
très souvent. Oui. Très souvent. Sont oubliés au sens où le père fondateur, on ne va pas l'oublier. Non. Mais il y a beaucoup de choses qui se seront passées quand même, malgré tout. Donc la latence, c'est à peu près 6 mois. C'est très intéressant. Au bout de 6 mois, on ne parle plus de Pierre-Paul Jacques qui était là avant et qui était un type extraordinaire. Voilà. Bon. Ensuite, il faut être soi-même. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire la mimique du précédent si tant est qu'on l'ait connu. Il ne faut pas singer le précédent. Il ne faut pas singer. Il faut être soi-même. Oui. Et il faut être aussi, à défaut de transparence, il faut être en vérité, en authenticité avec les équipes. En disant, voilà, moi je suis comme ça, moi on m'a demandé de faire ça, on m'a demandé d'atteindre tel et tel objectif. Ben voilà, on va essayer de le faire ensemble et je ne connais pas tout. Et donc, vous pouvez peut-être m'aider et on va essayer de construire ce projet ensemble. Oui, c'est-à-dire que... Et puis, il va y avoir généralement une autre manière de structurer le management, parce que le patron charismatique pendant 30, 40 ans, souvent, j'ai remarqué, pas forcément dans les grands groupes, mais dans les moyennes entreprises, ils étaient un peu la référence sur tout. Sur la référence sur tout. Ça envoie la subsidiarité, ça d'ailleurs. Ils étaient un peu les référents pour tout. La référence sur tous tout. les niveaux hiérarchiques en plus. Et c'est une chose que j'ai bien connue d'un management parallèle où en fait vous vous rendez compte que vos N-1 sont connectés directement avec Dieu le Père. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs que lui-même les appelle tous les soirs pour savoir comment s'est passée la journée. Ben ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent dans ce type d'entreprise. Et ça, c'est ce qu'on appelle le court-circuitage, où en fait, la couche N-1, N+2 vient demander au N-1, voire au N-2, comment ça se passe et de les valoriser ainsi, et que ça crée quelquefois des défauts de loyauté. Quand même. Ce qui veut dire que pour le successeur, il est impossible de laisser perdurer ce type de choses. Donc il va devoir faire évoluer les mœurs, tout simplement, de l'entreprise. Oui, et puis moi je pense qu'il n'y a rien de tel qu'une confrontation, qui n'est pas un conflit, c'est une confrontation, pour dire voilà, ça se passe, je l'ai remarqué, et d'ailleurs c'est pas anormal, voilà. Mais je ne peux pas travailler comme ça. Oui. C'est votre histoire, je le respecte. On peut respecter cette histoire ou l'état d'esprit qu'il y avait, parce que souvent les gens disent oui, mais c'est notre état d'esprit, c'est l'esprit de famille, c'est comme ça qu'on fonctionne. Super. Donc, ouais. Non mais parfait. Ça a de la valeur à leurs yeux. Vous avez raison. Ouais. Mais bien sûr, il faut le respecter puisque ça a marché. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis le tenant de bon, la terre tournait avant moi, elle tournera après. Enfin, j'espère. Et donc, on est de passage finalement. Oui, donc ça c'est l'humilité. L'humilité du manager. Est-ce que vous avez, dans votre expérience, vu que la greffe pouvait prendre quand même entre quelqu'un qui vient d'un très grand groupe, par exemple qui a été directeur général d'une division d'un grand groupe, donc, et qui va devenir PDG d'une entreprise de 1500 personnes ou 2000 personnes. Donc il va travailler dans un environnement complètement différent. Souvent on pense qu'il va apporter justement un peu de structuration et de procédures, etc., qui viennent des grands groupes. Un peu mais pas trop, il faut. Et un peu, alors quelle est la recette? Dites-nous. Un peu. Mais je pense qu'il faut un peu mais pas trop. Parce que on sait bien que d'ailleurs en fait on est dans un contexte politico-économique où c'est très bien porté d'envoyer bouler les réglementations, il y en a trop, des normes, il y en a trop, etc. Bon, on oublie un peu vite qu'on est quand même content quand on a des enfants, maintenant des petits-enfants en ce qui me concerne, qu'il y ait des normes sur les jouets pour bébés et qu'ils ne les avalent pas tout crus, etc. Bon, donc là aussi, il faut jamais d'excès. Ça sert à rien. Ni excès ni insuffisance. Ni excès ni insuffisance. C'est juste au milieu, ça, en fait. Mais si, pas forcément, mais si on est dans quelque chose de très déstructuré et qu'on peut apporter de la structure, et il y a vraiment un gradient entre rien du tout et finalement une entreprise très administrative, quoi. On peut aussi démontrer à des gens qui n'en ont pas l'habitude que ça fait gagner un peu de temps quand même. Oui. D'avoir un peu de procédure. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être dans une situation où la succession devenait presque un enjeu de pérennité, quoi, presque vital pour l'entreprise? Oui, je crois que j'ai observé ça. J'ai observé ça et où il fallait trouver une solution parce qu'on ne pouvait pas rester les bras ballants en disant on va attendre de recruter quelqu'un, quoi.
Alors, en fait, il y avait besoin et d'ailleurs, ce sont des, entre guillemets, des services qui commencent aussi à arriver, qui ne se faisait pas il y a encore quelques années, c'est de dire, écoutez, voilà, c'est peut-être venu à cause de la concurrence de certains cabinets de recrutement qui se lancent aussi dans le management de transition, et vous cherchez un profil pour voir à ce poste de directeur financier, de directeur général, etc. Très bien, vous n'avez pas, nous on a une liste de gens à vous proposer, disponibles là maintenant tout de suite, opérationnels tout de suite. Et donc, mais on voudrait les recruter éventuellement après si on voit que ça marche. Alors, essai, ils voient ça comme un essai, quoi. Ils voient ça comme un essai. Ça peut être une prestation possible. Mais pour ça, renvoie à la discussion de tout à l'heure, est-ce que cette personne, elle, est partante pour faire ça ? C'est-à-dire, pour se dire, finalement, je vais, entre guillemets, pantoufler chez ce client-là. Et ça, c'est plus difficile. Ça ajoute une contrainte supplémentaire au candidat qu'on va présenter. Oui, sachant que celui qui devient manager transition, on l'a dit, 2/3 disent qu'ils veulent plus de ça, en fait. Voilà. Alors en même temps, les cadres se rajeunissent, puisque on commence à voir arriver maintenant les nouveaux entrants ont plutôt entre 40 et 49 ans, donc ont plutôt une dizaine d'années. Il y a un rajeunissement. J'ai lu également qu'il y avait un rajeunissement de l'âge moyen et une féminisation. Oui, mais c'est tout ça, c'est très logique. Il y a beaucoup d'hommes dans cet univers. C'est très logique parce que, vous savez, on se plaint et on observe les plafonds de verre pour les femmes dans les postes de direction en entreprise. Petit à petit, en fait, et ça commence un peu plus par le bas de la pyramide. Donc maintenant arrive à 40, 50 ans, pas mal de femmes qui ont eu ces postes de direction et qui voudraient peut-être aussi faire autre chose. Oui. Alors nous allons marquer une deuxième pause, Yann de Feraudy, et nous allons écouter l'admirable, l'éternelle Barbara, qui nous chante Nantes. Alors on passe de Bach à Barbara, ça commence pareil, Béa, mais ce n'est pas le même registre, mais on a affaire quand même à une chanteuse et mélodiste absolument incroyable. Oui, tout à fait. Moi, j'aimais beaucoup ces chansons, puis j'ai eu un petit peu d'affection pour pour mon premier job en tant que stagiaire à la direction logistique de Danone. Eh bien, je suis arrivé au siège à Levallois le matin et mon patron me dit j'espère que vous êtes libre cette semaine parce que je vous ai pris un aller pour Nantes et vous allez passer les 3 prochaines semaines dans notre dépôt logistique de Nantes. Ouais. Et je me souviens que j'étais parti avec mon Walkman, je l'avais mis sur mes oreilles et arrivé à Nantes, je suis arrivé avec cette chanson-là et ça ne pouvait pas mieux tomber. Eh bien, nous allons écouter cette chanson que vous écoutâtes sur votre Walkman. On faisait les petits baladeurs, les baladeurs, des lecteurs de cassettes avec casque pour les plus jeunes qui n'ont pas connu, dans le train, et vous écoutiez à ce moment-là, allant vers Nantes, Barbara chanter Nantes. Nous l'écoutons. Il pleut sur Nantes, donne-moi la main, le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Un matin comme celui-là, il y a juste 1 an déjà, la ville avait ce teint blafard. Lorsque je sortis de la gare, Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venu. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir, il a demandé à vous voir. À l'heure de sa dernière heure, après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur. Son cri déchirait le silence. Depuis qu'il s'en était allé, longtemps je l'avais espéré. Ce vagabond se disparut, voilà qu'il m'était revenu. 25 rue de la Grange au Loup, je m'en souviens du rendez-vous. J'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir.
Assis près d'une cheminée, j'ai vu 4 hommes se lever. La lumière était froide et blanche, ils portaient l'habit du dimanche. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons. J'ai rien dit, mais à leur regard, j'ai compris qu'il était trop tard. Pourtant, j'étais au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Mais il ne m'a jamais revu, il avait déjà disparu. Voilà, tu la connais l'histoire. Il était revenu un soir et ce fut son dernier voyage. Et ce fut son dernier rivage. Il voulait avant de mourir se réchauffer à mon sourire. Mais il mourut à la nuit même, sans un adieu, sans un je t'aime. Au chemin qui longe la mer, couché dans le jardin de pierre, je veux que tranquille il repose. Je l'ai couché dessous les roses. Mon père, mon père. Chers auditeurs de KTO Radio, nous voici de retour dans l'émission Question Écho dans le cadre des conversations du week-end que vous suivez fidèlement. Merci à vous. Donc Guillaume de Prémar à l'antenne au micro et je reçois aujourd'hui Yann de Feraudy. Nous avons beaucoup parlé de management de transition, des problématiques de management, des entreprises. Pour terminer dans la douzaine de minutes qui nous restent, j'aimerais bien qu'on parle des difficultés ou des défis qu'ont les petites et moyennes entreprises à aborder cette fameuse question de la supply chain, c'est-à-dire la chaîne logistique. C'est le domaine dont vous êtes expert. Il y a un adage qui dit « l'intendance suivra ». Or, aujourd'hui, ça ne va pas de soi que l'intendance suive et on se rend compte que la logistique, c'est pas une simple intendance, mais ça devient de plus en plus un aspect décisif des stratégies d'entreprise. Et ça a pris une autre ampleur et on vit dans un monde en difficulté, instable, qui fait que les PME souffrent sur les questions de la chaîne logistique. C'est ce que vous avez observé, j'imagine ? Je crois qu'on peut dire que quelque part un peu tout le monde souffre. Oui. Quand on dit que l'intendance suivra, c'est peut-être parce que l'origine de la logistique, c'est une origine militaire, hein, puisque oui. c'est un militaire des grandes armées napoléoniennes qui est l'inventeur de ce terme. Et donc, la réalité, c'est que ça ne suit pas toujours, y compris dans le monde militaire. C'est que l'attaque russe sur l'Ukraine en 2022, ça se serait soldé par une boucherie incroyable s'ils n'avaient pas eu la suprématie aérienne, puisque en fait ils n'ont pas eu d'intendance, ne serait-ce que du pétrole pour leurs tanks qui étaient embouteillés en fait en direction de l'Ukraine. Donc l'intendance n'a pas suivi pour l'armée russe. L'intendance n'a pas tellement suivi. Ouais. Voilà un exemple comme quoi ça ne suit pas toujours. Alors ensuite il faut pas réagir comme ça parce que ça crée une sorte de silo. C'est-à-dire qu'on dit bon l'intendance elle est là, puis nous on décide de lancer ce nouveau produit, de faire ci, ça, et puis ça ira bien. Et puis ils vont se débrouiller. Ils sauront faire. En fait, beaucoup d'entreprises découvrent, on a découvert, ça a été mis en lumière lors de la crise Covid, que en fait, c'était au cœur de la stratégie, en fait, et qu'il y a des entreprises qui en ont fait une arme de compétition très intense. Oui. Je renvoie aux Amazones de ce monde, qui sont quand même des entreprises de logistique à la base. Bon. Oui. Nous, on parle aussi de supply chain parce que ce qui différencie la logistique de la supply chain, c'est que en dehors de la logistique, ce sont les entrepôts et les camions, pour être extrêmement simpliste. Et moi, j'ai remarqué que ce qui différenciait quelqu'un qui s'occupait de la supply chain d'un logisticien, c'est dès lors que cette personne a comme responsabilité une notion de planification. Donc, si je suis chez un distributeur, je planifie mes approvisionnements. Si je suis chez un industriel, je planifie à moyen terme la charge de mes usines.
Voilà, hein, en gros, c'est ça. Et donc, la supply chain s'occupe du flux et décide de là d'où va partir ce flux, là où il va arriver, donc depuis quelle usine, depuis quel entrepôt, où est-ce que je place mes entrepôts, où est-ce que je place mon usine. Donc on est là dans une activité qui place d'entrée ces spécialités au cœur de la stratégie, parce que où est-ce que je vais m'approvisionner ? C'est un acte stratégique, ça, hein, de savoir si je vais dans un pays lointain, dans un pays plus proche, à quel type de règles je vais m'astreindre, de respect du travail des enfants dans la chaîne, du respect de l'environnement à l'autre bout de la planète, etc. Donc c'est un acte stratégique majeur qui implique énormément, finalement, la responsabilité de l'entreprise. Hein. On est quand même donc en 2025, depuis 2017, on a la loi Sapin 2, qui rend responsable une entreprise française de plus de 5000 salariés de tout ce qui se passe sur sa supply chain, sa chaîne de valeur. Ouais. Hein, suite aux événements qu'il y avait eu au Bangladesh, là, l'écroulement du fameux building. Et c'est davantage qu'une responsabilité sociale ? Ça peut aller jusqu'à une responsabilité pénale ou civile ? C'est au moins une responsabilité. Ça peut être une responsabilité pénale, oui. Pour l'entreprise, en fait. Ouais. Hein, c'est-à-dire que là, une entreprise peut être condamnée parce qu'elle n'a pas respecté son devoir de vigilance. Alors, la question des approvisionnements, les choix à faire, en lien forcément avec la distance, à la question des transports, on a connu ces derniers temps une certaine instabilité des marchés de matières premières. Oui. Avec des variations de prix très importantes. Il y a eu des problèmes de transport. Le bateau, c'était très très dur pour certaines entreprises de trouver un bateau, etc. Ouais. Ce qui veut dire que pour gérer toute cette chaîne d'approvisionnement, il y a un certain nombre d'entreprises qui se sont retrouvées devant des casse-têtes chinois. Et avec des responsables logistiques, par exemple dans des plus petites entreprises, qui n'avaient pas forcément l'expertise de ceux des grands Absolument. groupes. Donc Absolument. Là, c'est une difficulté pour les plus petites entreprises. C'est une vraie difficulté. Et je dois dire qu'à France Supply Chain, ce que Donc j'ai... ça, c'est l'association que vous présidez. C'est l'association que j'ai le bonheur de présider. Des experts de supply chain. En gros, c'est l'association de référence en France qui regroupe 450 entreprises et universités. C'est une vieille association. Elle était connue sous le nom d'Aslog en 1972 quand elle a été créée. Donc, association des logisticiens. Voilà, exactement, sous l'égide du ministère de l'Industrie et de l'Économie. Hein. Oui. Donc, il y avait quelque chose derrière, hein, pour essayer de dynamiser le tissu industriel français. Et moi, je dois dire qu'on est une grosse association, c'est vrai. On est une association plus parisienne. Et donc, on a beaucoup de très grandes entreprises du CAC 40 qui sont dans cette association. On en a des plus modestes. Et alors, c'est plus modeste. Moi, je me suis attaché, depuis maintenant presque 6 ans que je préside, à ce que, quelque part, les grands aident les petits. Ah. Apporter de l'expertise. Apporter de l'expertise. Donc ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle des commissions, nous on appelle ça des labs de façon un peu moderne, mais dans pas mal d'associations ça s'appelle des commissions. Donc, des laboratoires, c'est ça. Voilà, technologie et supply chain, RH comme ressources humaines et supply chain, développement durable, etc. Et ces labs en fait sont là pour produire de l'expérience structurée, donc des livres blancs, des études, des échanges d'expériences, d'accord, qu'une plus petite entreprise peut utiliser. Et puis on s'est aperçu que c'était pas tout à fait aussi pertinent parce que ils avaient du mal à s'y mettre et c'est d'ailleurs tellement vrai que le patron d'une PME, il a 3 casquettes sur la tête. Hein. Il est comptable le matin, vendeur à midi au déjeuner avec des clients, RH l'après-midi, stratège la nuit parce que ça l'empêche de dormir et qui veut faire ceci et cela. Alors, quand il s'agit de la logistique, il y a le magasinier, quoi. Oui. Hein, bon. Et c'est pas dévalorisant, mais c'est le magasinier qui est là et qui est la tête sous l'eau pour assurer justement l'intendance. Bon. Et nous, on s'est dit, mais il faut aller plus loin que ça. Il faut essayer d'avoir un vrai programme pour ces PME et ETI et de dire, voilà, on va, pour très honnêtement la modique somme de 4 500 €, on va définir un programme de 6 mois.
Et on va faire bosser nos consultants, parce qu'on a aussi des consultants, des vendeurs de solutions, on a toutes sortes de gens. Hein. Il y a des logisticiens, des prestataires, il y a des industriels, des distributeurs. Donc on représente à peu près tout le panel de ce qui se fait en logistique et en supply chain en France. Et donc il y a aussi des consultants indépendants aussi, et que ceux-là, sur sa base de ce budget, en faisant des promotions de 6 à 12 entreprises, on vient déjà faire un audit spécialisé sur la chaîne de cette entreprise-là. Oui. Donc, pas leur prendre trop de temps, mais leur dire voilà ce qu'on voit, voilà les points sur lesquels on pense que vous devriez essayer de progresser. Et puis on les fait parler entre eux. On les fait échanger entre eux sur ce qui est leur problème du moment, etc. Et puis on organise ces réunions chez des grands adhérents. Donc, ils sont reçus chez L'Oréal, ils sont reçus chez FM Logistique, ils sont reçus chez Renault. Enfin, c'est assez étonnant. Hein. Et ils voient grandeur nature des choses dont on aura pu leur parler, qu'ils auront pu lire dans la presse en disant « mais c'est possible ». Et moi, j'ai rencontré des gens qui ont dit « mais c'est saisissant, quoi ». Parce que j'ai découvert que c'était possible. Et puis que c'était possible aussi de s'entraider. Et donc, on a défini aussi qu'à l'intérieur de ce programme-là, ils avaient 1 an d'adhésion qui était intégré pour leur entreprise. Et donc de continuer à avoir cet échange informel, sans trahir de secret d'État, parce que ça c'est interdit par la loi, mais c'est de continuer à échanger avec des pairs, avec des gens, comme me l'a dit personne de L'Oréal qui s'occupe de ce programme, m'a dit, franchement, moi j'ai pas peur de la concurrence, hein, d'une PME qui fabrique des rondelles d'acier ou je sais pas quoi, donc on peut partager beaucoup de choses. Il n'y aura pas du tout de problème. Mais ça nous aide à essayer de... Alors la difficulté, c'est de convaincre le patron que le magasinier ou son responsable logistique va s'absenter plusieurs demi-journées sur 6 mois. Mais quand on voit le résultat, en fait, les gens n'ont pas envie de revenir en arrière, quoi. Ils sont ravis parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont progressé. Ils ont un plan de travail qui va se voir assez vite dans leur entreprise. Donc ça permet de mieux savoir comment faire des grands choix stratégiques sur des choix de provenance de matières premières, de conditions de transport, de mode de transport. Oui, de conditions de transport ou même de façon de planifier telle ou telle chose, etc., de négocier telle ou telle... Et des indicateurs aussi. Et des indicateurs qui sont des indicateurs assez standards qu'on peut tous partager. Oui. Voilà, donc le à temps et complet, des indicateurs sur les ruptures, des indicateurs sur les coûts, sur certains types de coûts, parce qu'après il faut faire attention aussi à pas divulguer des choses qui seraient répréhensibles, mais voilà. Et puis la coup de main sur les stocks, et la gestion des stocks c'est compliqué aussi. Alors, la gestion des stocks c'est très compliqué. On peut pas être en rupture d'approvisionnement pour le client, mais en même temps si on c'est un mal remplit nécessaire. Trop les stocks ça coûte cher. Non mais c'est un mal nécessaire le stock et souvent les gens comprennent pas, mais moi j'ai un exemple que je trouve un peu assez éclairant. Nous avons tous notre boulanger préféré et je regrette de vous dire qu'il fabrique pas la baguette pour vous. Il la fabrique parce que en masse il la fabrique avec ce qui va être son pétrin. Voilà, et donc il fabrique plus. Il a une désynchronisation entre ce qu'il fabrique et ce qu'il vend. Et ça, c'est son stock. Et lui non plus n'a pas envie d'en avoir trop à la fin de la journée qui risque d'être rassis, peu fraîche le lendemain. Et ben c'est exactement pareil à des échelles un peu différentes dans le monde de l'industrie. Du boulanger au grand groupe international, Absolument. aux grandes multinationales, la même problématique sur les bons choix de stock. Alors, l'émission arrive à son terme malheureusement, et ça passe trop vite cette affaire. Alors, parce que j'aurais bien aimé qu'on parle aussi de l'énergie ou un peu plus longtemps du transport, mais bon, peut-être une autre fois, une émission sur l'énergie. Mais nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup Yann de Feraudy d'y avoir participé, nous avoir apporté votre éclairage sur le management de transition et les problématiques des entreprises françaises. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette conversation du week-end. Merci beaucoup Thibaut pour la réalisation technique de cette émission. Et nous nous retrouverons en 2026, ça sera le samedi 3 janvier, pour une nouvelle édition de Questions Éco. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémart